Eh bien, nous allons parler aujourd'hui des niveaux d'interprétation d'un thème natal. En fait, c'est un sujet qui est assez fort, parce que niveau d'interprétation, ça veut dire qu'une personnalité, on ne peut pas la regarder toujours de la même façon. Une personnalité, c'est vivant, c'est mouvant, c'est en pleine évolution. C'est étrange d'ailleurs d'étudier une personnalité parce que c'est un objet qu'on étudie et au moment où on l'étudie, cet objet change de nature. Parce que quand on met de la conscience sur des enjeux de personnalité, ben, la conscience change la nature même de cette personnalité. Parce que la partie de nous qui regardons en conscience ce qui se passe vient changer la donne. Et donc, c'est un métier passionnant d'être astrologue et de vouloir accompagner de l'humain à partir de cet outil-là. Parce que au fur et à mesure qu'on l'accompagne, on voit toute la structure de personnalité ou tout le thème natal bah, prendre vie, changer de dimension, changer de forme. Bah, c'est vivant, quoi. C'est très en lien d'ailleurs avec la vidéo qu'on avait fait sur qu'est-ce que c'est que l'astrologie, sur la dimension un peu poétique de l'astrologie. Poétique, ça veut dire à plein de niveaux d'interprétation comme une œuvre d'art. Un thème natal, c'est une œuvre d'art. Si vous voulez entendre la musique de ce que c'est que l'astrologie, vous pouvez retrouver le lien de cette vidéo juste en dessous dans la description. Mais justement, dans la poésie, il y a cette notion de se laisser toucher. Quand on lit un poème, on peut le lire 10 fois et il ne nous touche pas de la même manière. C'est comme si d'ailleurs, au fur et à mesure que nous évoluons, eh bien, on n'entend pas le poème de la même façon et ça vient nous nourrir dans le mouvement qu'on est en train de vivre. Ben, un thème natal, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est vivant, vibrant et qui évolue. Alors forcément, ça donne une sorte d'ouverture incroyable. Comment est-ce qu'on peut interpréter un thème natal si la nature même de ce que parle l'astrologie, c'est la personnalité et que la personnalité bouge tout le temps? Eh bien, pour pouvoir faire ça, on a besoin de faire une sorte de zoom arrière. Je veux dire par là que on peut regarder ce qui s'est passé depuis quelques millénaires dans l'évolution de l'humanité. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de passionnant, c'est d'imaginer, et je crois beaucoup à cette idée-là, c'est d'imaginer que chaque individu rejoue en accéléré ce que l'humanité a vécu depuis des millénaires. C'est comme si chaque être humain venait au monde et était nourri de tout ce que l'humanité a traversé, quoi. Il y a plein d'étapes dans cette évolution de l'humanité et ces étapes, eh bien, elles sont notre héritage. Et nous avons du coup à construire notre personnalité de manière très complexe parce que ça vient s'emboîter sur plein de moments de l'histoire de l'humanité et du coup plein de moments de notre histoire. On connaît cette idée-là, que la personnalité est liée à notre enfance, au stade de développement psycho-affectif, on dirait. Ben oui, c'est important de connaître ces stades de développement psycho-affectif. Ben, je voudrais justement dans cette vidéo vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est que la personnalité et quels sont ces fameux niveaux d'interprétation que l'on va devoir apprendre à honorer quand on interprète un thème natal, comme quand on se forme à l'EFAT, qui est notre centre de formation à l'astrothérapie, eh bien, on est très attentif à ces moments-là. Parce que c'est quand quelqu'un change, bouge, est en crise, veut sentir qu'il y a une nouvelle étape là qui se prépare pour lui et que c'est pas si simple parce que quelque chose de nouveau demande de quitter de l'ancien et que voilà, il y a forcément un moment de transition. Ben, comment on accompagne ça? Ben, pour pouvoir mieux accompagner ça en tant qu'astrothérapeute ou mieux interpréter en tant qu'astrologue un thème natal, ben, il faut connaître justement le mouvement évolutif que l'humanité a connu. Alors forcément, ça va être un peu en accéléré, mais c'est toujours bien de faire une synthèse de ce mouvement qui s'est joué sur des millénaires. Le premier mouvement est très en lien avec une place pour chaque chose à sa place. C'est très grec. On est là au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous savez ce qu'on appelle le miracle grec. Le miracle grec, c'est quoi? C'est l'apparition de la science, de la philosophie. C'est ce moment où
on regarde l'univers comme incroyablement organisé. Cosmos. Ah, c'est intéressant d'ailleurs ça sur le plan étymologique. Avant au VIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, les Grecs utilisaient le mot chaos pour dire l'univers. Et vous voyez, on entend bien dans chaos, que l'univers était une sorte de grand bordel. C'est-à-dire qu'il y avait plein de potentiel, plein d'énergie, mais c'était un peu en vrac, quoi. Et puis tout d'un coup, on a compris, on a saisi qu'il y avait des structures, des géométries sacrées. Et les Grecs ont changé le mot pour dire cosmos. Ils ont commencé, pour dire univers, ils ont commencé à utiliser le mot cosmos. Eh bien, ce cosmos grec, il est géocentrique. Une place pour chaque chose à sa place. La Terre est au centre, et il regardait l'univers comme une grande boule, une sphère. Et c'est donc un univers fini et hiérarchisé. C'est un peu étrange comme idée. Hiérarchisé parce que l'idée, c'est que plus on s'élève, et mieux c'est. Plus on descend, et pire c'est. Donc il y a vraiment une échelle de valeur. Et les Grecs, le critère, c'est très clair. C'est le mouvement. Quand on a besoin d'évoluer, c'est que forcément on s'améliore. Donc on a besoin de se perfectionner. Ce qui sous-entend que notre nature n'était pas très bonne. Si on est parfait, en revanche, on n'a plus besoin de bouger, on n'a plus besoin d'évoluer. C'est déjà parfait comme ça. Eh bien, c'est ça le critère pour les Grecs. C'est-à-dire que quand on regarde les étoiles, c'est toujours le même dessin de nuit en nuit, de saison en saison. Il y a bien des choses qui bougent. Les planètes, par exemple, mais les étoiles, elles, c'est toujours le même dessin. Et donc, au-dessus même des étoiles, il y a notre Père qui est aux cieux, il y a le divin qui est parfait. Plus on monte vers les étoiles, et moins ça bouge. Donc, mieux c'est. Plus on descend vers la Terre, et plus ça bouge. Et donc, pire c'est pour un Grec. Sur la Terre, Aristote disait que c'était le lieu de la génération et de la corruption. Il y a des choses qui naissent, qui se génèrent, et des choses qui vieillissent et qui meurent. Ça se corrompt, quoi. Un coup c'est l'été, un coup c'est l'automne, un coup c'est l'hiver, un coup c'est le printemps. Ça bouge tout le temps, ça change tout le temps sur la Terre. Puisque ça change tout le temps, c'est moins parfait, c'est moins bien. Mais l'idée, en revanche, pour les Grecs de cette époque, c'est du coup que tout doit être au mieux structuré. Une place pour chaque chose à sa place. C'est Dieu qui a créé l'univers, il a mis la Terre au centre, il a créé donc cet univers pour nous. Et l'idée grecque, c'est l'idée de destin. C'est l'idée que si Dieu nous a fait naître là, fils de cordonnier, on doit devenir cordonnier. Si Dieu nous a fait naître là, fils de paysan, on doit devenir paysan. D'ailleurs, on n'avait pas vraiment de nom propre. On disait, palefrenier. Enfin, on appelait plutôt, ou on sollicitait quelqu'un sur sa fonction sociale, plus que son identité personnelle. Et ça, c'est important, la fonction sociale. Si Dieu nous a fait naître là, c'est que c'est notre juste place. Tout est incroyablement organisé, c'est notre destin. C'est notre destin, ça veut dire quoi? Que notre identité, d'abord, se construit sur l'endroit où on est né et sur la fonction sociale qu'on va occuper étant donné l'endroit où on est. Et bien ça, on appelle ça l'identité socio-culturelle. Socio parce que ça veut dire que je me définis par ma place sociale et par la culture qui est associée à cette place sociale. On n'éduque pas les nobles de la même manière qu'on éduque les artisans ou qu'on éduque les esclaves. Et donc, on appelle ça un niveau socio-culturel. L'idée, dans le fond, si on veut résumer vraiment, c'est de comprendre que la première identité dans laquelle on se forge est en lien avec notre éducation. Nos parents, l'école, la société. Voilà, c'est notre première personnalité. Moi, je suis Frédéric Baudin, fils de Jean-Pierre Baudin et Jocelyne Baudin. Mon père était militaire, j'ai eu une éducation militaire, ça me détermine en partie. C'est la première chose auquel je me suis identifié, c'est ma carte d'identité nationale. C'est ça le premier niveau d'interprétation. L'idée de l'astrologie, c'est de se connaître, c'est de connaître la structure de notre personnalité. Eh bien, la première structure, elle est très en lien avec notre enfance et avec la famille et avec l'éducation et avec la société, niveau socio-culturel. Dans le fond, il y a peut-être des gens qui restent toute leur existence très marqués par ce niveau-là. C'est ni bien ni mal, c'est un niveau. Et à un moment donné dans l'histoire, vous vous rappelez, dans la première vidéo, on avait dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il va se passer quelque chose en haut, il va forcément se passer quelque chose en bas. Qu'est-ce qui s'est passé en haut?
à un moment donné, on a regardé l'univers complètement différemment. Et forcément, dès qu'on regarde l'univers différemment, on regarde notre place au sein de cet univers de manière différente. Qu'est-ce qui s'est passé à la révolution copernicienne? Vous savez, cette révolution qu'a amené Copernic et puis Galilée à cette idée que la Terre était au centre et que l'univers était fini. Copernic a introduit cette idée, mais terrible, presque une humiliation pour l'humanité, comme dirait Freud, cette idée terrible que non, l'univers n'est pas fini, il est infini, et que la Terre n'est pas du tout le centre, mais c'est le Soleil qui est au centre. Imaginez, imaginez, 2 millénaires où on a cru que la Terre était au centre, qu'une place était une place pour chaque chose à sa place, c'est très rassurant. On est chez soi, on peut s'y retrouver, quoi. C'est très rassurant de savoir qui on est, ce qu'on attend de nous, qu'est-ce que la société attend de moi. C'est rassurant, je sais. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais, on me l'a appris. Et j'obtempère d'une certaine manière. Mais si tout d'un coup mon destin n'existe peut-être pas. Si l'univers est infini, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de hiérarchie. Je ne peux plus me dire que l'univers est bien organisé et que ma place est juste, est à propos, est appropriée. Tout d'un coup, je suis perdu dans un monde infini. Mais quelle est ma place dans un monde infini? La vue de ces espaces infinis m'effraie, comme disait Pascal. Vous avez déjà fait l'expérience, vous vous allongez dans l'herbe en plein été et vous regardez l'univers. Et puis vous essayez de sonder l'infini, et là on se sent, mais tout petit, on se sent perdu. On se sent perdu et on ne sait plus. On ne sait plus quelle est notre place. Et là commence une quête. On remet en question ce qu'on nous a inculqué d'une certaine manière. C'est-à-dire que le sens de la vie qui viendrait de l'extérieur, auquel on doit obtempérer, auquel on doit obéir, comme dans le niveau socioculturel, pour commencer à me dire que peut-être que mon chemin est unique. Ce qui est encore plus fascinant peut-être dans ce passage-là, à la Renaissance, c'est l'idée du soleil, le soleil comme centre de l'univers. Parce que le soleil, c'est une lumière, ça éclaire. Toutes les planètes sont belles et sont lumineuses parce qu'elles baignent dans la lumière du soleil. Il est le centre dans cet univers héliocentrique. Donc tout tourne autour de lui. Si tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le soleil est le chef d'orchestre, il est au centre, il met en lumière. En bas, c'est quoi? Eh bien, c'est les lumières de ma raison. C'est fascinant comme idée. Ma conscience est une lumière. C'est ma façon d'éclairer le monde. Et toute ma réalité tourne autour de ma conscience. C'est l'invention du point de vue individuel et unique sur l'univers. En art, c'est l'apparition de la perspective. On regarde. C'est mon point de vue. Si quelqu'un regarde la même chose d'un autre point de vue, il ne va pas rendre compte de la même manière. C'est aussi le moment où on commence à signer les œuvres en art, parce que c'est moi qui les fais, c'est ma sensibilité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu. Et ça, c'est le niveau individuel. Vous voyez, c'est une grande révolution cosmologique, mais c'est une grande révolution dans l'humanité. Moi, en tant qu'individu, ça veut dire que tout ce que mes parents m'ont appris, tout ce que la société m'a appris, c'est peut-être pas ce qui est juste pour moi. Il faut que je me centre maintenant sur les lumières de ma conscience et les lumières de ma raison. Et la raison est la chose au monde la mieux partagée. Nous avons tous une raison, une faculté de raisonner, et l'idée du point de vue individuel, c'est d'apprendre à penser par soi-même, de pouvoir donner du sens à son existence à partir de son point de vue, et non pas de obéir à un sens qui me serait donné par la société. Forcément, il y a une grande crise, une crise de passage entre le socioculturel et l'individuel. Ça commence un peu, vous savez, à l'adolescence, quand on remet en question les parents, la société, tout ça, et qu'on commence à vouloir savoir qui on est soi. Ça commence à l'adolescence. Souvent, ça se reprend à la crise de milieu de vie. Est-ce que ma vie me ressemble? Est-ce qu'elle me parle vraiment? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que je suis simplement un gentil garçon, une gentille fille qui obéit aux injonctions ou aux loyautés familiales, aux injonctions de la société? C'est un grand moment. Et vous voyez, c'est aussi ce qu'on apprend à l'EFAT.
à cette école française d'astrothérapie que j'adore, c'est qu'on apprend à accompagner ces crises de passage, en s'inspirant d'ailleurs de comment ça s'est passé dans l'humanité, de commencer à penser par soi-même. Wow. C'est une magnifique idée, le siècle des Lumières. Ben, à un moment donné dans notre vie, ben, il y a des moments, des biorhythmes, des transits, on appelle ça en astrologie, quand il y a des grands moments dans l'existence qui nous amènent tout d'un coup à douter du sens même de notre existence. Est-ce que j'ai bien une vie qui me ressemble, quoi? Passionnant. Et c'est pas si simple de lâcher quelque chose que l'on connaît bien. Parce que quand on est dans une crise, on sait ce qu'on quitte, mais pour mettre quoi à la place, on ne sait pas. Surtout que dans le point de vue individuel, on est très en lien avec la liberté et donc avec la créativité. Ça veut dire que je ne sais pas encore quel est le sens de ma vie parce que je vais le créer. Si je veux anticiper, je tombe sur du vide, sur du rien. Il faut apprivoiser, il faut apprendre à accepter que je lâche des certitudes pour juste me faire confiance et peut-être faire confiance à la vie. Heureusement, le thème nous aide beaucoup pour accompagner ce moment de doute parce qu'il y a la personnalité qui s'ouvre et qui commence à émerger dans d'autres dimensions de justement l'interprétation du thème natal. Probablement, dans une autre vidéo, je vous parlerai de ce qu'on appelle les maisons astrologiques, le champ de l'expérience individuelle du thème natal, et on pourra faire le lien avec ça. Mais là, pour l'instant, donc, on parlait des niveaux d'interprétation, donc un niveau socioculturel, un niveau individuel, forcément une crise de passage entre les deux, mais il n'y a pas que ces deux niveaux. Et là encore, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si on veut voir qu'il y a un autre niveau en bas, là, à l'intérieur de nous, pour nous êtres humains, ben, il faut voir qu'il y a une autre dimension, en haut, dans le cosmos. Est-ce qu'il y a eu une autre révolution cosmologique? Ben oui, incroyablement oui. Il n'y a pas que la révolution copernicienne, il y a la révolution à la fois d'Einstein et surtout de cette incroyable capacité de regarder l'univers non plus centré sur le Soleil, mais composé d'autres soleils. C'est-à-dire, avec Hubble, cette capacité de regarder l'univers comme organisé par des grands mouvements de plein d'étoiles, de milliards d'étoiles, qui tournent autour d'un centre qui serait le centre de la galaxie. En fait, c'est la découverte de la galaxie. Quand on découvre la galaxie, on ne peut plus dire que le Soleil est au centre de l'univers, puisque le Soleil n'est qu'une boule de lumière, une étoile, de plus parmi plein d'autres. Notre Soleil est d'ailleurs assez petit, presque au bout d'une branche de notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Mais c'est, voilà, plus un centre, ce n'est plus un repère. Le nouveau centre est quelque chose de galactocentré. Une autre façon de se représenter l'univers, et donc une autre façon de se représenter la place que nous avons au sein de cet univers. Et là, vous voyez, il y a plein d'autres soleils. Si le soleil, à la Renaissance, c'était la métaphore de la conscience ou de la raison, siècle de lumière, eh bien là, on a plein d'autres consciences, on a plein d'autres raisons, mais qui sont prises dans un même mouvement. C'est très en lien, vous savez, avec ce qu'on appelle la systémie. Cette idée qu'un individu, ce serait mon soleil du coup, est pris par des mouvements avec d'autres soleils, donc d'autres consciences, d'autres individus. Et vous savez, cette idée qui a émergé dans les années 30 au XXe siècle et qui depuis prend de plus en plus d'importance, c'est qu'on ne peut pas comprendre un individu si on ne comprend pas le système dans lequel il fonctionne. Que ce soit sa famille ou que ce soit voilà, sa culture, c'est vrai, mais ses interactions dans le petit système dans lequel il est. Et puis, si c'est autre chose que mon soleil qui est le centre, c'est le centre de la galaxie qui devient le repère, et que mon soleil est pris dans un mouvement, ma conscience est prise dans un mouvement, et que ce mouvement implique plein d'autres soleils, plein d'autres individus, eh bien c'est une idée incroyable que peut-être notre mouvement évolutif en tant qu'individu s'inscrit dans une logique qui est beaucoup plus grande que nous, plus grande que notre petite personne. Vous voyez, le transpersonnel, c'est plus grand que ma petite personne. Une logique qui
qui m'échappe d'une certaine manière. Je suis pris dans un mouvement d'ensemble, comme dans une union avec plein d'autres consciences. Et que cette dynamique-là me transcende. Elle est plus grande que mon petit ego. Si j'osais prendre la comparaison avec Jung, on est dans l'ego qui lâche le centre pour que ce soit le soi ou l'âme qui prenne le relais. Parce que c'est aussi ça l'idée. Vous savez, le soleil, si c'est la conscience, ben, si le soleil tourne autour du centre galactique, la conscience est tout le temps en mouvement. Ah, il y a des cycles. Ah, les astrologues adorent les cycles. On pourrait se dire, trop bien, ça va revenir tous les temps, milliers d'années, c'est ce qu'on appelle les ères, par exemple. Ça va revenir. Sauf que, avec la théorie du Big Bang, les galaxies s'éloignent les unes des autres, et donc notre Soleil tourne autour du centre galactique, mais il ne fait pas un cercle. Il s'éloigne du centre de l'univers, du Big Bang. Vous voyez, c'est comme un mouvement spiralé à l'infini. Comme si notre Soleil, notre conscience était dans un mouvement pris à l'infini, tout le temps en évolution. C'est magnifique cette idée-là. Peut-être même que du coup, l'évolution de notre conscience avait déjà été là avant notre naissance, qu'elle continue dans cette incarnation-ci, que probablement le mouvement de notre conscience va se continuer après. Et vous voyez, ça, c'est transpersonnel. Bien sûr, on n'est plus que dans cette personnalité de Frédéric Baudin, on est dans une autre dimension de la logique que on étudie à l'EFAT. Parce que c'est ce qu'on appelle l'astrologie d'évolution, l'astrologie karmique, l'astrologie de l'âme. C'est une astrologie d'inspiration bouddhiste, cette idée que cette personnalité qui est la nôtre se comprend aussi dans un mouvement évolutif beaucoup plus large, qui est une sorte de logique de l'âme, de logique de l'incarnation et de l'évolution. Et là, ça prend tout son sens. Parce que le petit système, par exemple la famille, qui était très, très présent dans le socioculturel, mais prend une autre saveur dans le niveau transpersonnel. Si l'âme existe vraiment, eh bien, elle fait des expériences d'incarnation successive en incarnation successive. Et que tous les textes sacrés nous disent que ces excellences-là, ces expériences-là, génèrent des excellences, c'est-à-dire que nous sommes petit à petit dans un chemin d'évolution et d'éveil. Que quand on vient s'incarner, on fait un choix. On choisit cette éducation-là, cette famille-là, parfois nos blessures, une partie de notre destin, parce que tout ça est incroyablement cohérent pour qu'on reprenne là où on en était resté et qu'on continue notre mouvement évolutif. Et du coup, dans le niveau transpersonnel, on s'intéresse aussi au chemin de vie. Qu'est-ce que nous sommes venus réaliser sur cette terre? Et là, ça donne un sens incroyable, qui est tellement plus riche que simplement l'étude d'une personnalité. Vous voyez, l'astrothérapie, quand on est dans ce niveau-là, ce n'est plus une thérapie psychologique simplement horizontale, c'est tout d'un coup mettre une structure de personnalité en cohérence, globalisante, avec quelque chose de plus grand que nous. On est vraiment dans l'ordre du sacré. C'est l'un des plus beaux métiers au monde d'être astrologue parce que on a cette capacité, cet honneur, j'aurais presque envie de dire, de pouvoir sentir ces excellences-là qui sont potentielles et qui cherchent à émerger d'une personnalité. Et on peut guider la personne à entendre cette musique, à entendre cette évidence, à entrer dans ce mouvement naturel de l'être pour qu'il se réalise. Se réaliser, c'est pas simplement avoir une vie tranquille, que ça fonctionne, quoi, d'avoir du plaisir facile. Ça ne réalise pas quand on est à un niveau transpersonnel. Il y a une grande différence entre avoir une vie tranquille, sympa, plaisante, et être dans la joie de se réaliser. Eh bien, l'astrologie et les différents niveaux d'interprétation se met au service de l'éveil de la joie, de la réalisation d'un être unique dans un mouvement évolutif qui est tellement plus grand que chacun d'entre nous que, dans le fond, on ne peut que se mettre au service de ce qui s'impose là. Et parfois, c'est surprenant quand on est astrothérapeute parce que on ne fait pas grand-chose, on est simplement là et on est témoin de cette émergence et de cet éveil. Et ça, c'est magnifique. Voilà pour les niveaux d'interprétation.